je passe maintenant la parole à notre ami Laïb Najat. Najat Laïb, c'est mieux. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup pour cette petite introduction avec le prénom puis le nom. Je vous avertis juste par rapport au titre et à la piste que j'ai suivie pour la lecture, elle a été un petit peu modifiée. Alors, pourtant, du corpus que j'ai modifié un petit peu, j'ai annoncé la malédiction. Comme je ne l'avais pas sur place et j'avais une autre hypothèse de lecture, je l'ai remplacé par un autre, le premier roman de Rachid Mimouni, en le contrastant avec, bien sûr, le dernier de Taha Djaoud. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais après vous allez comprendre que c'est très significatif de mettre en parallèle, le premier roman de Rachid Mimouni. Le printemps n'en sera plus. Comment? Le printemps n'en sera plus. Ah, vous voulez que je reprenne? Non, oui, juste pour les éditeurs. Oui, le printemps n'en sera que plus beau. Et pour Taha Djaoud, alors le dernier arrêté de la raison. Donc déjà deux titres très significatifs. Et j'ai bien fait des opposés, des lire de manière contrastée. Alors, la première, mon propos concerne ces deux écrivains majeurs de la littérature algérienne qui s'inscrit dans le mouvement du post-colonial, du mouvement de la post-colonialité, donc à partir de 1980, on en parle. Alors, je voulais les approcher sur le plan symbolique, bien sûr, en symbolique et politique. Alors, je les considère tous les deux comme des vigilants, des intellectuels vigilants, j'emprunte le terme à Djaoud, et des enchantés, parce que les deux représentent des enchantements dans un sens social, mais aussi dans un sens existentiel. Donc, déjà, la première raison pour laquelle je les ai mis en même temps, c'est que le printemps n'en sera que plus beau, a le sens d'une promesse, d'une Algérie meilleure après la guerre de libération. Donc l'histoire, comme vous l'avez bien, madame, résumé tout à l'heure, j'avais un peu de chance d'être précédée par vous parce que vous l'avez, moi je l'ai lu activement et j'ai pris juste quelques points comme ça pour appuyer ma lecture des deux. Donc j'ai pris juste le titre comme élément et le résumé de l'histoire sur le plan philosophique. Déjà la rencontre amoureuse de deux personnages et l'issue engagée. La rencontre avait vraiment un sens d'une cause pour une patrie. Donc à la fin, la rencontre a vraiment abouti en travaillant dans le sens de la libération de l'Algérie. Donc elle avait un sens pour les deux personnages. Même si l'histoire elle est un petit peu spiralée, il y a beaucoup de spiralée, ça veut dire dans le sens où on commence par des événements, puis après ça monte jusqu'à ce qu'on arrive à l'apogée et au résultat final de l'événement, comme si vous avez déjà vu le Jima. Donc c'est à peu près le procédé de la technique qui me plaît moi personnellement parce que ça attise le suspense, mais aussi ça permet de suivre les personnages à la trace jusqu'à la fin. Alors, c'est une promesse, donc une prédiction. Et en même temps, Taha Djaoud, dans le livre lui-même, même le titre ne porte pas cette prédiction, mais Taha Djaoud, où le titre constitue vraiment une réponse au premier. Donc, le dernier été de la raison, donc il s'agit bien sûr d'une dimension temporelle, mais d'un dernier printemps pour l'Algérie, tel qu'il le raconte en fiction. Ici on parle, dans l'œuvre de Djaoud, on parle d'une dernière désespérance, où les choses marchent, s'améliorent ou pas. Donc la première raison, c'est de les prendre ensemble, le deuxième constitue
une réponse au premier. Alors le premier, c'est une prédiction d'un avenir meilleur et le contexte et l'Algérie des années pendant la libération, des années 50, et la fin coïncide avec 1962, ça veut dire la libération de l'Algérie ou l'indépendance. Alors l'autre, c'est dans une époque pré-indépendance, et donc vraiment une réponse concrète et imaginaire par la fiction, mais aussi par des éléments réels tels que nous le connaissons aujourd'hui et nous les ressentons aussi au quotidien. Donc un désenchantement qui sous-tend une révolte, mais aussi une désillusion chez les deux intellectuels au travers de leurs personnages. Par rapport à Mimoni, alors la rencontre est prometteuse, mais pour Tahar Djaout, et je prends un de ces personnages majeurs aussi dans le roman et que j'ai choisi pour cette lecture, de l'errance dans l'espace urbain, dans les deux textes, dans les deux récits. J'ai pris un personnage qui représente la couche intellectuelle. Alors, ça s'appelle Bolam Yek. C'est un peu proche du mot kabyle. Ça sera un sens d'éveil ou quelque chose, ou une conscience éveillée, ou lève-toi, ou réveille-toi. C'est le sens du réveil. Voilà. Et Bolam, alors, il y a déjà le sens du drapeau. Le nom est très. Il est très essentiel, a une dimension essentielle dans la philosophie déjà de Tahar Djaout. Je veux dire, philosophie, ça veut dire sa vision par rapport au monde qui l'entoure et par rapport au déroulement de l'actualité de la société algérienne qui était sous, même si elle a connu un autre temps, même si elle s'est déchaînée de ses défaites de la guerre ou de la colonisation, grâce à la guerre de libération, mais elle continue à se battre, et c'est des personnages qui le montrent. Après, je vais vous donner quelques éléments de son parcours, et en vous citant deux propos de Tahar Djaout, puis je reviens à Mimoni, et pour juste Rachid Mimoni et aux deux personnages qui sont Hamid et Jamila. Jamila, déjà, c'est le prénom, alors surtout beaucoup d'autres choses. Donc, Hamid, je n'ai pas lu le prénom de Hamid, mais Jamila par rapport à Ahmed Haddad, par de la gazelle et tout. Je t'offrirai une gazelle, alors c'est pas ça aussi le sens de promesse. Puis après, j'ai pris presque le même sens, c'est la promesse de libération, c'est aussi la promesse d'une délivrance de l'État, comme on dit en politique, un État co, ça veut dire un État qui ne change pas, et même s'il change, c'est sur le plan des apparences. Je crois que vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire, parce que ce sont des choses qu'on est en train de vivre même aujourd'hui. Voilà. Concernant les enchantements et la révolte de tout un chacun face à différents problèmes autocratiques, d'une Algérie autocratique qui marche par la surveillance et donc qui est plein de visiers, qui nous surveille, qui nous contrôle pour ne pas pour participer à la vie sociale, mais pour nous oppresser, pour nous, comment dire, le mot existe, non, pour réduire notre liberté. Et là, je pense à l'oppression, le verbe initial. Donc, errer chez les deux personnages dans une ville, pour Djaout c'est Alger, mais dans le premier récit. La ville blanche. C'est toujours Alger, mais. Alger et Oran aussi, parce qu'il y a quelques éléments. Mais le principal de l'endroit, c'est ça. Donc, même si l'endroit errer n'est pas contraire au sens de la libération, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Par rapport à l'itinéraire des
des personnages, mais aussi par rapport au sens que sous-tendent les deux récits, les deux titres. On peut errer par la pensée, on peut errer aussi par la quête de l'autre, en cherchant à manifester une certaine parole qui va ou pas être entendue, en meilleur. L'idéal, c'est qu'elle soit entendue par l'autre pour qu'on puisse créer des relations et pour qu'on puisse participer au moteur économique, social ou autre de la société dans laquelle on vit. Donc, alors, errer chez les deux, comment j'ai lu déjà cet élément essentiel qui a une dimension philosophique mais aussi littéraire dans le récit, permet, je l'ai lu en tant que quelque chose qui franchit un mur, ça veut dire permet de repousser la violence et la violence soit d'une guerre, la guerre de libération, ou la violence d'une société brutale, de la brutalité d'une société et de l'oppression des uns et des autres, et l'oppression du système qui règne dans notre société algérienne. Donc ça permet de repousser la violence, mais ça peut aussi amoindrir la violence extrême, la violence de la guerre, mais aussi la violence extrême d'une société qui a du mal à vivre qui a du mal de vivre sa paix, même après l'obtention ou le recouvrement de son indépendance. Alors, la guerre concerne le premier, puisque la rencontre et la fin de la rencontre était très symbolique, parce qu'on a pu réaliser sa mission finale et ça participe du combat contre le colonialisme. Mais pour le deuxième exemple, le dernier printemps, le dernier été de la raison, c'est beaucoup plus une manière errée par la poésie et par le mot. Déjà, le fait de dire ça et le dire de manière poétique, en convoquant la nature et en convoquant les éléments du cosmos, on pourrait dire des choses de manière moins crue. Et ça peut pénétrer, ça peut permettre de pénétrer ou de passer l'idée au lectorat sans vraiment chercher à l'entendre, à le comprendre dans le récit. Donc, errer a le sens d'une contre-violence, d'une résistance à la violence, que ce soit dans un contexte de guerre coloniale ou de l'après-indépendance, donc vis-à-vis ou à l'encontre de l'oppression qui règne et les persécutions quotidiennes que les personnages subissent à Alger ou dans Alger. Alors, le dernier enjeu de cette dimension de l'errance chez les deux, tel que je l'ai lu, ça permet de se défaire un petit peu, ou de rendre compte d'un état d'oppression actuel, et pourtant actuel d'une société qui a pourtant une mémoire culturelle et un passé prometteur d'une vie meilleure. Ça veut dire si on a pris la peine de combattre toute forme de conquête ou colonisation, c'est pour plus tard se décoloniser déjà les esprits, puis après libérer les pensées et essayer de participer de la vie, participer dans la cité ou participer dans la vie intellectuelle en premier lieu de sa cité, et puis améliorer les choses sur les autres plans économiques et autres par bien sûr la réflexion.
Alors, et pourtant, c'est un pays qui avait une mémoire culturelle et un passé qui prometteur. Et le résultat, on va voir la réponse du printemps, on saura que plus tôt, la réponse de la course de Diaout. Donc le printemps reviendra-t-il? Est-ce que le printemps revient? Alors le premier texte, alors il date de 1700, oh là là, littérature française, 1878, et le second a été édité le premier Mimoni. Le printemps sera un peu plus beau, il date de 1978. Et le second, le dernier été de la raison, et moi je le considère aussi sous un autre titre, le printemps reviendra-t-il, donc sous forme d'une interrogation, c'est 1999, à titre posthume, ça veut dire même, on peut situer dans les années, bien sûr, dans les années 88, oui. Donc ça veut dire que c'est un titre un livre ou un roman qui est écrit de manière politique, bien sûr, qui a précédé le suivant, plutôt celui de l'Archipel. Alors les deux textes interpellent le moment de l'histoire de l'Algérie. Il faut vraiment les lire ensemble. Ils sont de la même génération, ces deux auteurs-là. Ils appartiennent à la même génération, donc vous l'avez déjà compris que c'est bien de voir une réponse à une interrogation tellement existentielle, tellement importante chez un autre écrivain, dans une perspective peut-être intertextuelle ou comparative. Donc, ce sont deux textes qui interpellent le moment d'histoire de l'Algérie. Alors, la première, on a dit, c'est la libération, et le second, c'est l'après-indépendance, ou la période où ça concerne l'Algérie, ou qui correspond d'une Algérie post-coloniale. Alors, je reviens sur l'Amérique. Alors, après avoir introduit avec deux sens très importants, le drapeau et l'éveil. Et l'éveil que je contraste aussi, que je mets en vis-à-vis avec un autre mot qui est vigilant, et un désenchanté, un révolté. Donc les trois ont presque le même sens. Parce que là, si on parle de quelqu'un qui a une conscience éveillée, c'est quelqu'un qui même n'arrive pas à franchir les murs de bureaucratie, autocratique, tous les moyens qui ont été utilisés après l'indépendance pour pouvoir maintenir une certaine immobilité chez les individus et dans la société pour être très loin de la notion de la cité. C'est resté, même si on parle d'Alger, un décor urbain, mais il y a pas mal de contradictions. Il me reste 2 minutes. Contradictions qui sont à la source ou à l'origine du délire chez les personnes. Je vais finir. Alors, c'est un libraire qui reste coincé, séquestré dans sa librairie pour se protéger, pour se préserver du monde extérieur qui est plein d'oppression et d'handicap, etc. Donc, et en parlant de Diaout, il utilise vraiment des éléments de procédés politiques pour un petit peu amoindrir aussi cette oppression, cette violence qu'il vit, mais il en parle, mais il en parle à lui-même. Parce qu'il est un essai. Pour moi, c'est un essai pour Kant, ça veut dire, même si sa famille a une autre pensée, une autre idéologie, donc sa famille ne le comprend pas. Donc, je termine avec une citation. Après cette interrogation, le printemps reviendra-t-il? Le printemps ne veut pas revenir, même, sauf si on le pense autrement, on le remplace par un été ou par un hiver. Donc, on voit que même on est en plein hiver et l'hiver ne veut pas nous laisser tranquilles. Donc, je termine par la citation d'Al-Diaout, que je n'ai pas pris, j'ai pris quelques citations de Mimoni, mais je termine par ceci. Et ça revient sur l'idée de l'histoire et
la fiction. Donc, la seule histoire, qu'est-ce qu'il dit? La seule histoire qui intéresse, qui m'intéresse, est l'histoire de l'individu. Celle qui décèle les lèvres de chacun, celle qui donne et libère la parole au lieu de la fixer. Donc, ça a été, j'ai tiré du discours de Tarjaout, ça date de 1988. C'est pourquoi je vous ai dit le contexte du récit, il est bien avant la date de l'édition ou de publication du livre. Eh ben, je vois quatre yeux. Alors, je termine avec cette citation et j'espère que je vous ai apporté un ou deux éléments de lecture. Je vais bien sûr accomplir ça plus tard